Bien, si vous le voulez bien, on va ouvrir cette journée avec quelques propos liminaires. Je vois que Laurence arrive. Bienvenue, Laurence. Trouve une place, voilà, il reste encore des places. Alors, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la présidente du HCERES, mesdames et messieurs, chers collègues, donc bienvenue à toutes et à tous dans cet amphithéâtre Médicis, donc du Palais du Luxembourg. Comme vous le savez, l'Office français de l'intégrité scientifique a notamment pour mission de faire vivre le débat autour des enjeux d'intégrité scientifique, et ce colloque annuel, me semble-t-il, participe pleinement de cette ambition. Alors c'est un moment assez particulier dans l'année, puisque c'est l'occasion de réunir des acteurs qui travaillent tous d'une façon ou d'une autre sur les mêmes questions, mais sans toujours avoir la possibilité et l'occasion, bien sûr, de se réunir. Donc dans la salle, je reconnais beaucoup de collègues référents, référentes à l'intégrité scientifique. Il y a également des chercheurs, des juristes, des journalistes, des acteurs de médiation, des responsables publics. Et cette diversité, bien sûr, essentielle, car l'intégrité aujourd'hui, et je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur ce point, est un sujet qui n'est pas réservé à quelques experts. Elle est devenue une question beaucoup plus large, qui touche indirectement ou directement, finalement, aux conditions générales de production et de discussion des savoirs scientifiques dans nos sociétés. Donc je suis particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir et tous et toutes aujourd'hui dans ce lieu qui est aussi symboliquement celui du débat démocratique. Alors cette journée, il faut le souligner, est organisée sous le parrainage du sénateur et vice-président du Sénat, Pierre Ouzoulias, et que je souhaite remercier vivement, bien sûr, pour son soutien, pour nous avoir ouvert les portes du Palais du Luxembourg, mais aussi pour son engagement constant pour la défense des valeurs de l'intégrité scientifique, et puis généralement pour les valeurs académiques auxquelles nous sommes toutes et tous très attachés. Je souhaite également remercier l'équipe élargie de l'Office, Hélène Lemeur, chef de département, Dora, Nathalie, Tristan, Marc, Romain, Baptiste, Raphaël également et Tristan, qui voilà, se sont mobilisés autour de l'organisation de cette journée depuis quelques mois. Et je souhaite également remercier les membres du conseil scientifique de cette journée qui ont participé à la préparation du programme scientifique et du choix des intervenants. Donc Claire Lévy-Marchal et Roger Guérin, qui sont coprésidents du RESINT et qui nous ont même soufflé finalement l'idée d'avoir cette journée ici au Palais du Luxembourg. Pierre Corvol, que il était inutile de présenter à ce stade. Olivier Descamps, président du COFIS. Christine Noiville, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui est présidente du COMETS. Solène Lehen, également journaliste à France Info. Et Matteo Mezzargora, directeur de la médiation scientifique à Universcience. Alors, je souhaite bien sûr dès maintenant dissiper un possible malentendu. Comme vous l'avez vu, nous avons un titre qui s'appelle Promouvoir et protéger une culture partagée. Donc, promouvoir et protéger une culture partagée de l'intégrité scientifique. Donc, ce n'est pas un plagiat éhonté, mais c'est bel et bien un hommage au rapport de l'OPEX de 2021, puisque nous avons repris tout simplement le titre de ce rapport en ajoutant simplement bilan et perspective. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui donc David Ross et Pierre Ouzoulias pour présenter à la fois le rôle du Sénat et de l'OPEX, mais également pour revenir sur la préparation de ce rapport de 2021. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr, c'est que 5 ans plus tard, ce rapport apparaît comme, rétrospectivement, on peut dire, comme le témoin d'un moment assez singulier, un moment où des parlementaires de sensibilités finalement assez différentes ont réussi à construire l'intégrité comme un problème public et un problème étroitement lié aux conditions de production de savoir qui sont à la fois fiables, robustes et dignes de confiance. Relu aujourd'hui, ce rapport frappe aussi par tout ce qu'il ne pouvait pas, quelque part, anticiper. Bien sûr, l'intelligence artificielle générative, les paper mills, ce qu'on appelle les usines à papier, les tensions autour de la liberté académique, les ingérences, la désinformation à grande échelle, tout cela, effectivement, n'a pas la place en 2021 qu'elle a aujourd'hui. Et bien sûr, donc 5 ans après, le paysage scientifique, informationnel, technologique s'est profondément transformé. Et c'est précisément pour cette raison qu'il nous a semblé important de revenir collectivement sur cette séquence.
Alors non pas dans une logique commémorative, même si c'est toujours important d'allumer une bougie pour un anniversaire, mais pour nous demander concrètement qu'est-ce qui a réellement changé depuis 2021. Quels effets les transformations produites à partir du cadre réglementaire de 2021, quels effets finalement ont été produits, et surtout quels sont les nouveaux défis qui se présentent désormais devant nous. Car les questions, bien sûr, d'intégrité scientifique ne se posent plus aujourd'hui tout à fait dans les mêmes termes qu'il y a 5 ans. Et elles s'inscrivent dans un environnement qui est marqué par une polarisation croissante des débats publics, par une transformation accélérée des espaces de circulation de l'information scientifique, mais aussi par des tensions nouvelles autour de la place des institutions scientifiques dans nos sociétés. Et dans ce contexte, une vigilance nouvelle émerge, et cette évolution n'est pas théorique. Elle a des conséquences très concrètes sur la façon dont nous travaillons à l'Office sur les enjeux d'intégrité scientifique. Et je ne prendrai qu'un exemple, celui tout simplement de la mesure des manquements à l'intégrité scientifique. C'est une question importante, c'est d'ailleurs effectivement comment mesurer tout simplement le volume, la volumétrie des manquements. Pour que l'Office puisse pleinement jouer son rôle d'observatoire national, et parce que donc, cette question de la mesure est une question critique, le législateur a créé pour les établissements et les organismes une obligation de transmission d'informations relatives aux procédures d'instruction. Et la mise en œuvre de cette nouvelle collecte de données a constitué l'un de mes premiers chantiers comme directeur de l'Office arrivé en septembre 2025. Et je voudrais à cette occasion remercier bien sûr toutes celles et ceux qui se sont engagés avec nous sur ce travail. Et on a pu notamment compter sur les contributions des délégués à l'intégrité scientifique des grands organismes de recherche comme l'INSERM ou le CNRS. Les agences de financement également nous ont donné également leur contribution à ce travail de réflexion sur les collectes, les membres du bureau du RESINT, ainsi que de nombreuses référentes et référentes expérimentées ou nouvellement nommées. Et ces échanges ont rapidement fait apparaître quelque chose d'important. Le contexte actuel nous oblige à un travail beaucoup plus poussé d'explicitation et de clarification. Il faut expliciter les méthodes, il faut clarifier les usages possibles des données, protéger bien sûr la confidentialité des situations individuelles, mais aussi réfléchir collectivement aux conditions dans lesquelles les dispositifs d'intégrité peuvent renforcer la confiance sans devenir eux-mêmes des instruments de suspicion généralisée ou de mise en accusation systématique. Ces échanges m'ont également convaincu que le progrès de l'intégrité scientifique suppose aujourd'hui aussi de résister à une certaine forme d'autosatisfaction institutionnelle qui serait, à mon sens, prématurée. Certes, les transformations engagées depuis le milieu des années 2010 ont produit des effets importants et il faut saluer, me semble-t-il, l'engagement de celles et ceux qui ont contribué à les faire exister, parfois sur des temps très longs. Et c'est une histoire qui reste, faut-il le souligner, qui reste largement à écrire et à documenter, et sur laquelle commencent à se mobiliser des chercheurs. Et l'Office jouera son rôle, il y contribuera à sa manière, notamment à travers une série d'entretiens qui vont être faits pour pouvoir justement documenter cette part de l'histoire. Mais et ce sur quoi je voudrais vraiment souligner mon propos, c'est la conviction. Voilà, on ne peut pas. J'ai la conviction aujourd'hui qu'attendre que ces transformations portent tous leurs fruits ne peut suffire. Le paysage scientifique, technologique et démocratique continue de se transformer rapidement, et ces transformations nous obligent collectivement à maintenir une capacité d'adaptation, de réflexion critique et d'évolution continue. Autrement dit, promouvoir l'intégrité scientifique ne peut consister seulement à conserver ce qui a été construit. Cela suppose aussi de continuer à faire évoluer nos cadres d'action lorsque les conditions même de production, de circulation des savoirs se transforment. Et donc, quelque part, c'est aussi l'objectif de cette journée. Non pas simplement dresser un bilan, mais contribuer collectivement à imaginer les cadres de demain. Je vous remercie donc très chaleureusement pour votre présence et je nous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de travail et d'échange. Et j'invite à présent Coralie à prendre la parole. Merci à vous. Messieurs les sénateurs, chers collègues, pardon, je ne vois plus mon texte, là, il faut que je me crée un espace entre les micros. Je suis très heureuse d'ouvrir cette journée consacrée à l'intégrité scientifique, 5 ans après la publication du rapport de l'OPEX, promouvoir et protéger une culture partagée de l'intégrité scientifique. C'est un moment important parce qu'il nous permet à la fois de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de nous interroger sur les chantiers qui restent à conduire. Michel l'a dit à l'instant, les transformations, les conditions dans lesquelles la science est produite aujourd'hui, dans lesquelles elle est discutée et corrigée, ont énormément évolué. Il y a eu énormément de transformations et ces transformations modifient les conditions même dans lesquelles la recherche est produite.
les conditions dans lesquelles la recherche est évaluée et discutée. Et dans ce contexte, je pense qu'on ne peut pas dire que les questions d'intégrité scientifique sont périphériques. Les questions d'intégrité scientifique touchent aux conditions même de production de la connaissance scientifique et par conséquent à la confiance qu'on peut accorder aux institutions scientifiques. Donc ces questions d'intégrité, elles ne sont pas techniques, elles ne sont pas périphériques, elles sont vraiment au cœur de ce qui constitue les enjeux scientifiques d'aujourd'hui. Comme vous le savez, le HCERS est l'autorité publique indépendante qui est chargée d'évaluer les universités, les écoles, les organismes nationaux de recherche, ainsi que leurs laboratoires et leurs formations. Et la loi a aussi confié à cette autorité publique indépendante des missions en matière d'intégrité scientifique qui sont mises en œuvre par l'Office. Ces derniers temps, le HCERS a été confronté à des critiques, parfois très virulentes, et certaines d'entre elles portaient entre autres, sur les effets qui sont produits par les dispositifs d'évaluation eux-mêmes, en articulation quelque part avec l'intégrité scientifique. Ces critiques, elles existent, et je pense qu'il serait inutile de faire comme si elles n'avaient pas profondément traversé nos communautés ces derniers temps. Elles portent notamment sur le risque qu'une évaluation trop quantitative contribue à renforcer la pression, à publier toujours plus vite, et ça au détriment de ce qui fait la science de bonne qualité, c'est-à-dire le temps long de la recherche et des méthodes rigoureuses. Donc je pense qu'il est important de prendre ces critiques au sérieux et qu'il est par ailleurs tout à fait exact de dire que les modes d'évaluation ont des effets sur l'organisation de la recherche et indirectement sur les pratiques scientifiques elles-mêmes. Ça peut avoir un effet négatif, mais aussi un effet positif. L'une des missions centrales du HCERS est d'accompagner l'évaluation par les pairs, et donc il nous revient de les outiller pour que cette évaluation produise une évaluation responsable de la recherche. L'évaluation ne doit pas porter uniquement sur les résultats de la recherche, sur les résultats scientifiques, elle doit aussi se fonder sur les conditions qui permettent à ces résultats d'être produits de façon fiable, robuste et intègre. Pour cela, il nous faut être attentifs à plusieurs points. Le premier concerne la gouvernance. Les environnements scientifiques dans lesquels les responsabilités ne sont pas assez partagées, dans lesquels les contre-pouvoirs sont faibles ou dans lesquels il y a peu d'espace de contradiction, sont plus fragiles. Et à l'inverse, des organisations qui favorisent la collégialité, la circulation de la critique scientifique et la transparence des décisions, créent des conditions qui sont plus favorables à une recherche robuste. Le deuxième point concerne la qualité des collectifs de travail. Les questions d'intégrité scientifique sont étroitement liées à des enjeux qui, pendant longtemps, étaient pensés totalement séparément. Les pratiques managériales, la qualité de vie au travail, la formation des doctorants ou encore la capacité des équipes à avoir des espaces de consultation et de réflexivité collective. Donc c'était pensé complètement différemment de l'intégrité scientifique. Et pourtant, un collectif scientifique qui dysfonctionne, c'est aussi un collectif qui prend le risque de fragiliser la qualité de la science qu'il produit, et on en a de nombreux exemples. Autrement dit, la qualité scientifique est très liée et même dépend de la qualité du collectif humain dans lequel elle s'inscrit. Le troisième point concerne la capacité des établissements à corriger leurs propres dysfonctionnements. L'évaluation doit donc être attentive à la manière dont les organisations réagissent lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés, à des controverses, à des signalements. Ce qui est observé par l'évaluation, ce n'est pas uniquement l'existence de problèmes, mais davantage la capacité à reconnaître ces problèmes et à les traiter. Autrement dit, on ne s'attend pas à ce que les institutions soient parfaites, on s'attend à ce qu'elles se mettent en mesure de détecter les dysfonctionnements et les corriger. Par-delà les points de vigilance, et bien sûr la liste est plus longue que les points que j'ai évoqués là, une question générale se pose aujourd'hui, c'est celle de ce qu'est une évaluation responsable, et c'est celle de la philosophie même du HCERS. Je pense qu'un des enjeux majeurs consiste précisément à faire évoluer nos modèles d'évaluation pour qu'ils soutiennent davantage les conditions d'une recherche intègre. En un mot, l'évaluation ne doit pas simplement servir à mesurer l'activité scientifique à partir d'indicateurs standardisés, mais elle doit aider, et ce mot « aider » est en fait inscrit dans la loi. Elle doit aider les collectifs de recherche à analyser leurs pratiques, à identifier leurs points de fragilité et à réfléchir à leur culture de recherche. Donc nous sommes sortis d'une logique qui était très normative et fondée sur un référentiel extrêmement détaillé,
et quelque part sur l'accumulation de critères standardisés qui nous amenaient dans une sorte de logique de contrôle de conformité, pour aller vers des guides d'évaluation qui sont conçus comme des outils qui accompagnent cette réflexivité collective. Nous avons aussi fait le choix de replacer l'auto-évaluation au cœur du processus. Notre objectif n'est pas que les labos produisent un dossier de plus, mais plutôt de leur fournir un cadre qui crée les conditions de cet échange collectif et de cet espace de discussion. Nous avons aussi élargi ce qui compte dans l'évaluation pour inclure de façon beaucoup plus explicite que précédemment la culture de recherche des laboratoires et l'intégrité scientifique de l'unité. Nous regardons davantage les pratiques de gouvernance, la place accordée aux doctorants et au personnel d'appui, les conditions du travail scientifique, la science ouverte, la capacité des équipes à organiser des discussions critiques ou encore la manière dont les exigences d'intégrité scientifique sont concrètement intégrées dans la vie des collectifs. Et Michel Dubois parle souvent de l'importance de parler d'intégrité scientifique à la machine à café. C'est bien ça notre objectif aussi, c'est d'essayer d'évaluer dans quelle mesure il y a une vraie culture diffusée au sein de l'unité de recherche de l'intégrité scientifique. Nous avons aussi fait le choix d'indicateurs contextualisés qui sont choisis par les unités elles-mêmes en fonction de leurs activités, de leurs disciplines et de leurs objectifs scientifiques. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment d'accompagner une évaluation par les pairs, qui respecte les différences entre les disciplines et qui fait confiance à l'organisation des communautés académiques pour s'évaluer entre elles. Donc l'enjeu n'est pas de renoncer à l'exigence de l'évaluation, et l'enjeu n'est pas non plus de renoncer à l'évaluation quantitative, mais plutôt de ne pas réduire l'évaluation à une logique de métrique standardisée ou de volume de production scientifique. Donc pour résumer l'intention générale, je dirais que l'enjeu de fond n'a pas été pour nous, quand on a conçu ces réformes, d'évaluer la recherche, mais vraiment d'évaluer et de préserver, de contribuer à préserver les conditions qui permettent aux unités de recherche de développer une science exigeante, collective et donc digne de confiance. Alors venons-en à présent à une question récurrente. Au moment de sa création en 2017, est-ce qu'il fallait installer l'Office au sein du HCVRS? Alors je sais que cette question s'est posée et je sais qu'elle se pose encore. Le législateur a eu ses raisons et pour partie liées au contexte de l'époque, et il ne m'appartient pas de revenir sur ces raisons, mais en relisant le rapport de l'OPEXT qu'on célèbre aujourd'hui, il est frappant de voir à quel point ce positionnement était déjà discuté. La question est légitime, elle l'est toujours, et elle traduisait à l'époque une préoccupation essentielle qui est la suivante: comment garantir à l'Office l'autonomie nécessaire à l'exercice de ses missions, tout en lui donnant les moyens institutionnels d'agir, de coordonner, d'observer et de produire des recommandations utiles à toute la communauté scientifique. Je pense que la bonne manière d'aborder la question n'est pas de l'esquiver, ce n'est pas non plus de refermer la question, c'est de clarifier les rôles. L'Office a des missions qui lui sont propres, qui sont définies dans les textes: observer, accompagner, produire des ressources, animer des réseaux, contribuer à l'élaboration d'une culture partagée de l'intégrité scientifique. Les départements d'évaluation du HCVRS ont d'autres missions, elles aussi définies dans les textes, donc les choses sont claires, dont le fait de faire en sorte que l'intégrité scientifique soit pleinement prise en compte dans les évaluations. Ce sont donc deux missions distinctes, mais comme j'ai essayé de le montrer, elles ne sont pas totalement étrangères l'une à l'autre. Et je crois qu'il y a tout à gagner à faire en sorte que l'intégrité scientifique ne soit pas un principe abstrait, mais qu'elle irrigue très concrètement l'évaluation et donc les politiques des établissements, des organismes, des formations et des unités de recherche. Tout ça suppose bien sûr que l'Office ait une pleine autonomie intellectuelle, que l'Office puisse contribuer aux réflexions qui portent sur l'évaluation, et c'est comme ça qu'on a travaillé aux réformes récentes, et ça suppose aussi que le HCVRS lui donne les moyens institutionnels d'agir. Ainsi conçu, je pense que la proximité institutionnelle entre l'Office et le HCVRS n'est pas une source d'ambiguïté, mais c'est un levier pour mieux faire circuler les connaissances et pour relier les recommandations nationales aux pratiques d'évaluation.
Alors, je vais conclure en remerciant très chaleureusement l'équipe de l'Office qui a contribué à l'organisation de cette journée et remercier aussi Monsieur le sénateur Pierre Ouzoulias d'avoir accordé son parrainage pour cette journée. Le programme qui nous réunit aujourd'hui montre que les questions d'intégrité scientifique gagnent à être pensées à partir de points de vue différents et multiples. Et donc, je suis très heureuse de voir qu'il y a une diversité d'acteurs qui sont aujourd'hui réunis dans la salle. Et je vous souhaite à toutes et à tous, et je nous souhaite à tous, d'excellents échanges et une belle journée de travail. Merci beaucoup.